Donc la bonne nouvelle, hein, c'est que vous êtes des entrepreneurs et vous êtes capable de prendre les décisions. Les grands groupes, ils n'y arrivent pas. Donc c'est pas mal. Hein. Alors on va... Moi, je rajouterais un dernier point. La chaîne critique, ça ne touche pas que la production, ça touche tout ce qui a trait à la gestion de projet. Et si on vous a présenté ça, c'est que très probablement dans votre métier, les concepts afférents de chaîne critique vous concernent probablement. Et donc on vous recommande très fortement de lire deux livres. Donc le but de Goldratt, bien entendu, et Critical Chain, qui est donc le bouquin qui formalise la théorie de la chaîne critique qui a été appliquée ici dans un schéma de production. Mais dès qu'il y a des projets, dès qu'il y a de la gestion de projet, il y a des retards, il y a des ressources. Et donc très probablement, les concepts s'appliquent dans vos business. J'ai une question là. Qui vient pour la première fois? Ok, on a toujours des petits nouveaux. Hein. Bon, alors, donc pour les autres, on a intégré une petite innovation, une petite nouveauté. On s'est dit que vous revenez de vacances. Comme d'habitude, vous n'avez pas utilisé vos vacances correctement, c'est-à-dire que vous n'avez pas lu tout ce qu'il y avait à lire. Donc on s'est dit qu'on allait vous faire des petites fiches de lecture. Donc c'est Tristan qui... Voilà, je vais commencer le séminaire dernier. On vous avait présenté quelques vidéos qui, selon nous, avaient du sens. Cette année, on va revenir au bon vieux papier. Et en l'occurrence, quand Jean-Christophe m'a proposé ça, ce qui est venu immédiatement, c'est de parler du bouquin Sapiens. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Moi, j'ai beaucoup de mal à lire du papier parce que j'ai jamais le temps. Quand on lit un bouquin, il faut se poser, il faut avoir le bouquin, il ne faut pas être dérangé. C'est compliqué. Et donc, je partage avec vous comment j'ai fait. Je me suis abonné à Audible. Je ne veux pas faire de pub pour un GAFA, mais c'est terriblement efficace. Maintenant, dès que je suis dans un moyen de transport, j'écoute, je lis un bouquin. Et ça m'a permis de décupler le nombre de livres que je lis effectivement. Voilà, donc juste partager cette petite astuce avec vous. Alors pourquoi Sapiens? D'abord, j'ai une question. Quels sont ceux qui ont lu Sapiens dans l'Assemblée? Il y a un tiers, presque même la moitié de l'Assemblée qui a lu. Bon, donc je suis désolé pour cela. Tout ce que je pourrais raconter, malheureusement, sera un petit peu caricatural parce que c'est un livre extrêmement riche, mais il me semble qu'il y a quand même quelques enseignements pour les entrepreneurs et c'est pourquoi j'ai choisi ce livre. Donc, il a été écrit par un auteur israélien, Hariri, qui est donc un historien. Et donc, le sujet de ce livre, c'est pas moins que l'homme, l'humanité, et donc c'est quelque chose qui nous touche tous. Alors, comment ça marche? Voilà, et donc de quoi ça parle? De questions juste essentielles. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? D'où venons-nous? Donc l'évolution biologique de l'homme, avec un certain nombre de points clés. La révolution cognitive où le cerveau de l'Homo sapiens a changé et lui a permis de faire des choses nouvelles. Selon ce que l'on voit, c'est que c'était un élément clé. La révolution agricole et puis la révolution scientifique. Et qui sommes-nous? La question, c'est sommes-nous un animal comme les autres ou pas? Quelque part, ce livre aborde la relation délicate entre l'homme et l'animal. Et une des choses qui apparaît dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas pire prédateur pour les animaux que l'homme, alors qu'en fait, nous ne sommes qu'un animal comme les autres. Par contre, nous avons un certain nombre de choses qui nous distinguent des animaux et qui ont fait que aujourd'hui, l'homme domine la planète alors que les autres animaux ne le dominent pas. Et on va voir justement quelle est cette spécificité de l'homme en tant qu'animal qui fait qu'il a réussi à se développer,
à atteindre 7 ou 8 milliards d'entités et à dominer la planète. Et puis, il aborde également où allons-nous, et cet été, j'en ai profité pour lire le livre suivant, qui est Homo Deus, où là, pour le coup, il se projette dans le futur, un futur passionnant, voire effrayant, où les questions concernant l'intelligence artificielle et la place de l'homme versus des intelligences artificielles se posent, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, et donc, en gros, ce qu'il met en avant, c'est que l'homme est le seul animal à avoir réussi à mettre en place des collaborations à grande échelle. Il y a d'autres animaux qui sont des animaux sociaux, comme les fourmis et les abeilles, qui collaborent en grand nombre, mais sans aucune souplesse, vu que leur collaboration est inscrite dans leur gène. Et donc, une évolution dans ce cadre-là prend des milliers, voire des millions d'années. Si je fais le parallèle, lors de la Révolution française, des rois ont été guillotinés et l'organisation s'est adaptée à ça, alors que si les abeilles se mettaient à guillotiner leur reine, je doute que ça aboutisse sur grand-chose. Donc il y a déjà des collaborations de masse, mais extrêmement rigides. Il y a des collaborations plus souples, mais en nombre limité, comme les loups et les chimpanzés, et l'homme est le seul animal qui a réussi à faire des collaborations de masse. Il y a des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes qui arrivent à collaborer efficacement. Et donc, d'après l'auteur de ce livre, comment est-ce qu'ils ont réussi à collaborer? Au départ, c'est lié à la révolution cognitive et à une modification du cerveau de l'homme qui a permis ce type de collaboration. Mais la conclusion auquel il arrive, c'est que s'ils ont réussi à collaborer sur de grandes échelles, c'est que l'homme a appris à raconter des histoires. Il a appris à raconter des histoires dans lesquelles les autres hommes s'identifient et de ce fait-là arrivent à collaborer parce qu'ils ont en tête des mêmes contextes. En fait, il distingue trois types de faits. Les faits objectifs, la pesanteur, c'est un fait objectif, c'est tout ce qu'il y a de plus concret. Il y a des faits subjectifs qui sont liés aux idées d'un seul individu en particulier, et il y a des faits intersubjectifs qui n'existent que parce qu'un grand nombre de personnes sont d'accord et sont en phase sur ces faits, sur ces connaissances. Voilà. Et donc lui, son analyse, c'est de dire nos civilisations sont construites sur des histoires et parce que tout n'est pas objectif, mais sur l'adhésion de grandes quantités de personnes à des histoires partagées, à des mythes. Et donc il cite les Nations Unies, les droits de l'homme, tout ça c'est quelque chose auquel on croit, auquel on adhère, et ça nous permet de collaborer, ça nous permet de cimenter notre ordre social, alors que ce sont des concepts qui n'ont aucune matérialité en soi. Voilà, et donc il traite de tous ces sujets-là. La monnaie, pourquoi est-ce qu'un bout de papier sur lequel il est marqué 50 € est quelque chose auquel on apporte de l'importance? Eh bien, parce que nous tous savons ou pensons que derrière la monnaie, il y a des organisations, il y a un certain nombre de choses, et donc nous donnons de la valeur à un bout de papier, et c'est ce qui nous permet de collaborer et de fonctionner. Et donc ces mythes, comme il les appelle, eh bien, il y a la monnaie, il y a l'État, il y a les entreprises, il y a tout un tas de choses. Et donc, il attribue au fait de s'identifier à ces idées la capacité de l'homme de collaborer en grand nombre. Et ce qui est étonnant, c'est que, en fait, ces idées changent. Ce qui paraît évident pour quelqu'un à une certaine époque, eh ben, quelques siècles plus tard, paraît complètement idiot.
Il cite par exemple le Code d'Hammurabi, 1750 avant Jésus-Christ, l'empire babylonien, qui était le plus grand empire à l'époque. Eh bien, dans le Code d'Hammurabi, il apparaît naturel, légitime et inspiré de Dieu qu'il y a 3 classes d'hommes. Il y a les hommes libres, il y a une catégorie intermédiaire, et il y a les esclaves. Et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et quelques milliers d'années après, eh bien, il y a une déclaration d'indépendance qui dit tout le contraire, avec les mêmes prémices. Il est clair, c'est l'ordre naturel et c'est inspiré de Dieu que tous les hommes sont égaux. Et c'est là qu'on peut s'interroger, est-ce que ce à quoi on croit tous aujourd'hui, c'est quelque chose d'objectif, d'intersubjectif? Est-ce que la démocratie, c'est une fin en soi ou pas? Est-ce que dans 2000 ans, il y aura toujours de la démocratie ou pas de la démocratie? Est-ce qu'il y aura des droits de l'homme ou pas des droits de l'homme? Et quelque part, c'est quelque chose d'intéressant à réfléchir. Et est-ce qu'il n'y aura pas des nouveaux concepts auxquels croiront toute l'humanité et qui gommeront les concepts qu'on croit aujourd'hui comme fondamentaux? Est-ce que ce sera la sauvegarde de la planète qui prendra une importance supérieure à celle qu'a aujourd'hui les droits de l'homme? Est-ce que ce sera la défense de l'homme versus les intelligences artificielles ou pas? Et quelque part, ça nous amène à réfléchir. Alors, juste le petit focus entrepreneurial, eh bien, l'homme est donc l'animal qui a inventé le storytelling et qui, grâce au storytelling, à la collaboration, a réussi des choses incroyables. Et bien entendu, eh bien, si le storytelling est l'invention et le propre de l'homme, eh bien, il est clair que les entrepreneurs doivent exploiter cette capacité. Et c'est une capacité clé. Extrêmement souvent, quand je discute avec mes clients, eh bien, on en arrive à des questions comme la motivation et la fidélisation des salariés. Et donc là, je ne sais pas si vous connaissez un auteur qui s'appelle Dan Pink, qui a écrit sur les méthodes de motivation et de fidélisation des salariés, et il en met en avant 3. L'autonomie, donner de l'autonomie, de la responsabilité aux salariés, donner des compétences, et puis la dernière, purpose, c'est du sens. Et c'est là que le storytelling intervient. C'est que pour qu'un salarié soit efficace et fidèle, il ne suffit pas qu'il ait un job alimentaire, il faut qu'il croie en son métier, il faut qu'il croie au projet, il faut que ce projet ait un sens pour lui, et c'est là que le storytelling intervient. Et donc je vous invite à mener cette réflexion. Quelle est l'histoire que je raconte à mes salariés? Quelle est l'histoire que je raconte à mon client? Est-ce qu'ils peuvent facilement s'intégrer dans cette histoire ou pas? Et ça pourrait faire toute la différence entre une entreprise qui fidélise ses salariés et qui séduit ses clients ou pas.